Dans le nord de Paris, rue des Cloïs, pendant les réunions hebdomadaires d'anciens poilus, la parole devient ouvertement nationaliste et xénophobe. Ils étaient des héros dans les années 20. Ils se sentent oubliés. À leurs yeux, les hommes politiques ne sont pas à la hauteur de leurs sacrifices passés. Leurs groupes d'amitié vont alors se transformer en véritable appareil politique. Notamment le plus important d'entre eux, les Croix de Feu. Dirigés par le colonel François de Larocque, les Croix de Feu dénoncent dans leurs écrits cette France qui ne peut être plus longtemps l'égout du monde. Sous le patronage de Jeanne d'Arc, ils disent vouloir sauver la France de la décadence. Une décadence qui prend pour eux les traits des parlementaires, des francs-maçons, des étrangers. Larocque, qui se dit ni de gauche ni de droite, est l'homme providentiel d'une partie du peuple qui rêve d'ordre et de pureté. À quelques kilomètres de Chartres, dans un océan de flambeaux, Larocque, martial, apparaît au milieu des siens. En communiquant hors pair, il invente une devise qui va faire date. Travail, famille, patrie. À l'heure où l'Allemagne s'est offerte à Hitler et l'Italie à Mussolini, de plus en plus de Français se mettent à rêver à un changement de régime. Le meilleur carburant pour l'extrême droite, ce sont les scandales politiques. En janvier 1934, la France découvre une affaire retentissante. Des membres du gouvernement sont accusés d'avoir couvert un certain Alexandre Stavisky dans une escroquerie à 200 millions de francs. Quelques jours plus tard, à Chamonix, la police retrouve l'escroc mort. Le Canard enchaîné titre alors « Stavisky se suicide d'un coup de revolver qui lui a été tiré à bout portant ». L'escroc, dit-on, aurait été tué pour protéger un député et un ministre du gouvernement. L'affaire déchaîne les Croix de Feu et tout ce que la France compte d'antiparlementariste. Le climat devient explosif. Les appels à la chute du gouvernement se multiplient. Tous les jours, dans toutes les villes de France, les rassemblements d'extrême droite dégénèrent. Policiers contre anciens combattants, royalistes contre gendarmes mobiles. Les blessés se comptent par centaines. Persuadés que le climat de guerre civile leur est favorable, les hommes d'extrême droite appellent à une grande manifestation place de la Concorde le 6 février 1934. Au petit matin, les Parisiens découvrent des affiches placardées un peu partout. Chacun s'attend à ce que la foule soit énorme. La trouille va bon train, comme l'écrivent les journalistes de l'époque. Alors on enlève des rues tout ce qui pourrait servir de projectile. Et déjà, les policiers se mettent en place.
Joseph Kessel, reporter, témoigne de ce qu'il vit ce jour-là. Ces images resteront gravées dans ma mémoire, celles de ces policiers massés contre cette cuirasse humaine, tous enragés. Ils ont rompu les barrages, coupé les jarrets des chevaux et forcé les entrées du pont menant à l'Assemblée nationale. Alors, les gardes mobiles ont perdu la tête. Ils ont tiré. Certains rêvaient d'un putsch, mais cette nuit d'émeute ne sera qu'une démonstration de force inutile et mortelle. Paris se réveille avec un goût de cendre. 15 morts et plus de 1000 blessés. 20 ans après la Première Guerre mondiale, les Français sont effarés. Au pied de la passerelle de Passy, les Parisiens regardent des bataillons de soldats sous leurs fenêtres. L'armée se déploie dans la ville pour tuer dans l'œuf toute menace fasciste. La République serait-elle en train de vivre ses dernières heures? Six jours plus tard, le 12 février, en réponse à ces violences, une marée humaine envahit la place de la Nation à Paris. Au milieu des enfants, bras dessus, bras dessous, le peuple des faubourgs exhibe les derniers survivants de la Commune de Paris et promet que le fascisme ne passera pas. Dans la foule, Léon Blum, leader du Parti socialiste, comprend qu'il se passe quelque chose d'inédit. Pour une fois rassemblée, la gauche pourrait accéder au pouvoir. La province, soulevée tout entière, Paris, rassemblée dans cette manifestation, signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs. Vive la liberté. Vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible. Vive le peuple ouvrier de Paris. Les Français sont plus divisés que jamais. Poing levé contre bras tendus, front commun contre front national, deux France se font face. L'union sacrée, prônée après la guerre, les promesses d'un avenir de concorde et de rassemblement se sont envolées.